Mignonne, allons voir si la rose. Sur un poème de Ronsard, technique de l'explication de texte écrite par Monsieur Dubois. Je voudrais au cours de cette demi-heure que nous rêvions ensemble sur le texte dont vous venez d'entendre quelques mesures. Le plus célèbre des poèmes de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, en cette période où fleurissent et se fanent les dernières roses de l'année, roses d'automne plus qu'une autre exquise, sera pour nous un prétexte à promenade dans les jardins de poésie. Déjà, la mélodie poétique de Ronsard éveille à mon esprit l'ombre de princesses en robes damassées, chants de viols et de luttes, belles qui se promènent le soir en leur jardin sur les bords de la Loire, dans des allées fleuries où s'épanouit et s'évanouit le spectre de la rose. Le commentaire littéraire, voyez-vous, suppose la sympathie. Il faut une communion affective avec le texte qui doit guider votre inspiration. Laissons-nous bercer par la musique des mots et par ce parfum de sagesse printanière. Nous essaierons ensuite d'amener à la conscience ces impressions indéfinissables au premier abord, et que notre but est pourtant bien de définir. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin n'avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette véprée les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comme on peu d'espace, mignonne. Et là-dessus la place, là, ces beautés, les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur. La vieillesse fera ternir votre beauté. Pour les mots et les tournures archaïques, je vous renvoie aux notes de votre manuel. Déclore signifie ouvrir, vépré désigne la soirée, dessus la place, sur le champ. Introduction du commentaire. Le poème universellement connu de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, porte dans les odes la dédicace à sa maîtresse. Avant d'être rangé dans les odes, il avait paru en mai 1553 dans la 2e édition des Amours, et il est passé à la postérité sous le titre d'Odelette à Cassandre. Mai 1553. Il y a 8 ans qu'il a connu Cassandre Salviati. C'était un soir de bal, dans l'atmosphère féerique de Blois. Il l'avait entrevue. Elle était belle comme une rose à peine ouverte. Elle avait disparu, et elle s'était mariée. Avait-elle un instant songé à son poète? L'avait-il oublié? On aimerait imaginer une aventure semblable à celle du grand Maulne rencontrant celle qu'il devait aimer, mais dans cette poésie du XVIe siècle, dans laquelle la fiction est indiscernable de la sincérité, on ne saura jamais dire ce qu'il retint d'elle. Vision de beauté fugitive, un nom antique et sonore, Cassandre, sur lequel son imagination d'humaniste pouvait rêver, beau prétexte à faire une œuvre littéraire, c'est tout cela qui a donné naissance à ce chef-d'œuvre. L'inspiration de cette Odelette
est tributaire d'une longue tradition poétique qui conduit de l'anthologie grecque aux poètes latins et à la poésie lyrique du Moyen Âge. Apparemment, Ronsard s'est surtout inspiré d'une idylle d'Ozone, poète latin du IVe siècle, qui avait chanté la beauté et la mort des roses de Paestum. Ronsard, à son habitude, imite, mais en imitant, il crée. Il intègre les lieux communs de la philosophie épicurienne à sa propre conception de l'existence. La sagesse, par la poésie, prend corps. Le poème se fait fable philosophique. Le thème devient prétexte à un petit drame, tour à tour joyeux, triste et serein, et surtout, les mots se font musique. Le poème se fait chanson d'amour, où tous les rythmes, toutes les figures d'une danse grave et légère se mêlent et s'enlacent harmonieusement. Je m'interromps pour faire ici un commentaire sur cette introduction. Vous avez pu constater que je me conformais aux règles précédemment énoncées, c'est-à-dire que j'ai introduit le texte, le titre, l'auteur, la date, le recueil, les circonstances de l'inspiration, le dessin de l'auteur, les sources. Tout cela brièvement. Et en second lieu, j'ai annoncé le plan que je me propose de suivre. Ce plan sera le suivant. Première partie, une fable philosophique. Deuxième partie, un petit drame. Troisième partie, une chanson d'amour. J'ai indiqué ces 3 mots à la fin de mon introduction. Par ailleurs, j'aimerais faire une digression et vous lire des extraits de l'idylle écrite par notre compatriote bordelais Ozone sur les roses de Paestum. Je m'étonnais des rapides ravages du temps dans sa fuite, de voir ces roses en même temps éclore et vieillir. Voici encore que la chevelure pourpre de la fleur radieuse se détache pendant que je parle, et la terre brille, jonchée de sa rouge dépouille. L'espace d'un jour, voilà ce que vivent les roses. Jeune fille, cueille les roses pendant que leur fleur est fraîche, et que fraîche est ta jeunesse, et souviens-toi que tes années passeront de même. Je reviens à mon commentaire de texte. La première partie s'intitulera donc « Une fable philosophique », la jeune fille, la rose, la mort et le plaisir. Introduction. Le poème se présente comme un apologue. Il s'agit de persuader à la jeune fille ce que Ronsard estime être une vérité morale par le moyen d'une expérience concrète dont on tire la leçon. Comme les fables antiques, cette ode comporte un récit et une moralité. Les 2 premières strophes constituent le récit et la 3e, la moralité. Premier paragraphe, le récit de la fable. Ce récit est construit sur un contraste entre l'éclat et la fragilité. Ce type de construction est caractéristique de l'apologue. Que l'on songe à Perrette et le pot au lait, à Le curé et le mort de La Fontaine, on retrouvera le même procédé de renversement. À la première strophe, toute éclatante de lumière, de jeunesse, de beauté et de galanterie, répond la déception et la tristesse de la 2e strophe. 2 strophes qui, à travers le destin d'une rose, expriment les opinions de Ronsard sur la nature, dont il souligne la beauté précieuse, donc fragile. 2e paragraphe, la moralité. La moralité est d'inspiration hédoniste, et on y trouve 2 thèmes chers à l'épicurisme. Le thème de la fuite du temps, c'est celui que l'on trouve chez Héraclite et chez Horace, tout poète sensibilisé par l'instabilité des choses terrestres et humaines.
De là naît cette apparence de tristesse, cet arrière-goût amer aux saveurs de la vie chanté par Horace. Hélas, elle s'enfuit posthumus au posthumus. Elle s'écoule les années. Et ce n'est pas notre piété qui retardera les rides et fera reculer les menaces de la vieillesse et la mort indomptée. Le XVIe siècle, période d'évolution accélérée ou de révolution parfois violente, a été plus qu'un autre sensible à cette angoisse tempérée de fatalité. Ronsard s'en est fait l'un des traducteurs les plus éloquents. Le temps s'en va, madame, las, le temps non, mais nous, nous en allons. Mais cette tristesse est dépassée par ce qu'il est convenu d'appeler le carpe diem, la jouissance immédiate. Il faut se soumettre à l'instant, accepter le temps, apprivoiser la vie qui passe. Dum loquimur fugerit in vida aetas, carpe diem, quam minimum credula postero. Pendant que nous parlons, aura fui le temps jaloux, cueille le jour, fis-toi le moins possible au lendemain, dit Horace. Derrière Horace, Ronsard chante en vers simples ce que Montaigne un temps développera dans ses essais. Conclusion et transition de cette première partie. Nous avons affaire à une fable philosophique dans laquelle les préceptes d'une morale hédoniste se mêlent au thème épicurien de l'éphémérité de la beauté. Mais ces thèmes philosophiques n'ont rien d'une leçon impersonnelle. Ils ont la saveur du vécu et se présentent sous la forme d'un petit drame en 3 actes. Deuxième partie, un petit drame en 3 actes et à 3 personnages. On pourrait l'intituler 2 personnages en quête d'une rose. Introduction. Ronsard n'est pas un homme de théâtre. Néanmoins, il a le sens de la composition dramatique. L'Ode est une pièce en 3 actes et à 3 personnages, la femme, la rose et le poète. Premier paragraphe, question de mise en scène. Et tout d'abord, question de temps. Tout se passe dans l'après-midi, la vêprée. Mais la première strophe prolonge l'action dans le passé. Le matin est évoqué avec sa lumière éclatante qui, ce matin, avait déclose. Tandis que la vieillesse, dans la 3e strophe, prolonge la vie jusqu'à son crépuscule. Cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir. L'action, donc, ne dure que du matin jusqu'au soir. C'est un temps suffisant pour le déroulement d'une tragédie. Question de lieu. Dans la première et la dernière strophe, aucun lieu n'est évoqué. Mais la rose évoque l'image du jardin, qui est le lieu où se déroule la 2e strophe. Ronsard aimait beaucoup les jardins, comme tous ses contemporains. J'aime fort les jardins qui sentent le sauvage. Les jardins de Villandry et les parterres de roses d'Amboise trouvent ici leur équivalent anonyme et poétique. Le Val de Loire, qui fut le lieu d'élection de notre Renaissance, et le Val des Roses, Ronsard, le plus éclatant de nos poètes renaissants, et le poète à la rose. Les personnages, ils sont 3. La femme, la rose et le poète. 2 sont silencieux, la femme et la rose, et le poète parle pour elle. On a l'impression d'une danse légère, dans laquelle un cavalier, le poète, joue tour à tour avec 2 cavalières. Il fait successivement passer l'une et l'autre, jeune et puis moins jeune, devant lui. Deuxième paragraphe, la structure dramatique.
La pièce est divisée en 3 actes. Une sorte d'acte d'exposition, puis une crise, la mort de la rose, qui constitue aussi un coup de théâtre avec une oraison funèbre, des imprécations et un style de tragédie, oh vraiment marâtre nature. Enfin, un épilogue dans lequel le poète dégage pour sa belle interlocutrice les conclusions du drame. Troisième paragraphe, la coloration psychologique. Chaque acte a sa coloration psychologique particulière. La joie s'épanouit dans l'ivresse et l'éclat du matin. La tristesse assombrit les visages et les pensées dans la vêprée où la rose se meurt. Enfin, le poète prend ses distances avec le drame et, sur le ton docte et clairvoyant du philosophe, il porte un regard serein sur le présent et sur la vie. Joie, tristesse, sérénité, éclat, crépuscule, paix. Conclusion et transition. La caractéristique essentielle de ce drame, c'est d'être plus lyrique que dramatique. Les paroles ont un sens, mais elles ont surtout une musique qui fait de ce poème une chanson d'amour. Troisième partie, une chanson d'amour. Introduction. Dès sa parution, ou presque, les musiciens se sont emparés du texte pour une transposition ou une illustration musicale. Mais en plus de cette musique surajoutée, il existe une musique propre à la poésie. Premier paragraphe, la composition musicale. C'est une pièce musicale en 3 mouvements. Le premier est rapide et joyeux. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin l'avait déclose. Allegro vivace. Le second est lent et triste. Andante maestoso. Le troisième est calme et persuasif. Donc, si vous me croyez mignonne. De l'élan, de l'entrain, de la fougue, de la jeunesse, une invitation brillante dans un tournoiement de lumière et de couleurs, précède une méditation interrompue de lourds silences et composée de longues notes isolées. Là, ces beautés, les séchoirs, avant la reprise brillante du final. C'est dire que nous avons une composition contrastée, caractéristique d'une certaine forme musicale, un mouvement lent encadré par 2 mouvements rapides que l'on retrouvera plus tard dans la composition de la sonate ou du concerto. Deuxième paragraphe, la ligne mélodique et les structures rythmiques. Le poème de Ronsard obéit aux règles de l'ode. On appelle ode un poème comportant un nombre variable de strophes, de vers isométriques, c'est-à-dire d'égale longueur. Nous avons ici un poème composé de 3 strophes, de 6 vers, de 8 pieds. 3 strophes de 6 vers ou 6-1, de 8 pieds ou octosyllabes. 3, 6, 8. Nous trouvons dans ces nombres les rythmes 2 et 3 qui sont les éléments caractéristiques de la métrique classique. Les rimes alternées et de disposition A, A, B, C, C, B déterminent un mouvement mélodique qui assure une unité musicale à l'ensemble. Enfin, on remarquera des recherches rythmiques qui font de cette pièce de la musique avant toute chose. Ainsi, les vers impairs de la première strophe obéissent au même rythme. Mignonne, allons voir si la rose, sa robe de pourpre au soleil, les plis de sa robe pourprée. Dans la deuxième strophe, là, voyez comme en peu d'espace, mignonne est là-dessus la place, là, les silences et les longues interrompent à chaque instant la mélodie de la phrase qu'elle transforme en complainte sanglotante. Troisième paragraphe, variation sur 2 thèmes donnés. Il existe 2 thèmes, celui de la femme et celui de la rose. On assiste à un échange continuel d'attributs entre ces 2 motifs. La rose devient femme et la femme devient rose. On évoque immanquablement
le procédé musical des variations de thèmes ou encore des entrecroisements dans une figure de danse dans laquelle le poète mène le jeu. Conclusion générale. Ronsard est le poète chevalier à la rose. Sa poésie crée un monde enchanté de femmes fleurs et de fleurs femmes. Il est vrai qu'il a puisé beaucoup d'éléments de son inspiration chez ses prédécesseurs, mais il a surpassé tous ses prédécesseurs dans l'utilisation de ces éléments. Les développements sur le temps, la mort et le plaisir, présents chez Horace, se trouvent intégrés à sa philosophie de l'existence. La présentation dramatique et la musique font de ces lieux communs des thèmes lyriques. Jamais l'amour et la mort, le thème de la fuite du temps et le plaisir, la femme et la fleur n'ont été mêlés dans une guirlande si artistiquement, si adroitement et si musicalement tressée.